Alors dans cette troisième capsule, on va maintenant tenter de discuter plus en profondeur des déterminants dans ce modèle, euh, qui sont un petit peu les composantes de la motivation et qui vont être directement influencés par le contexte, hein, ce que je dis tout à l'heure. Euh, En quelque sorte, c'est comment l'élève va percevoir un peu l'apprentissage. Euh, un certain nombre d'études, hein, enfin beaucoup d'études en tout cas, montrent que finalement, ce sont la motivation en contexte scolaire est surtout ou va être surtout influencée par la perception euh, qu'a l'élève de lui-même, euh, la perception qu'il va accorder à la valeur, à la compétence et enfin la compétence et la possibilité d'accomplir une tâche, et aussi en quelque sorte à la possibilité qu'il va avoir pour agir sur le déroulement de son travail. Euh, euh, alors il en existe certainement d'autres, hein, mais euh, l'avantage du modèle de Viola, c'est qu'il a vraiment, euh, il s'est vraiment centré sur ces trois déterminants, la valeur, la compétence et la contrôlabilité. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que nous, en tant que conseiller d'orientation psychologue, on peut agir sur ces perceptions. Alors, encore une fois, on est bien sur des perceptions. Euh, pour vous donner, je vais pas vous donner une définition sur la perception de soi, mais vous dire que la perception, elle reste quand même subjective. La perception de soi, c'est la perception qu'a une personne d'elle, de ses compétences, de ses valeurs. Vous savez très bien qu'elle peut être biaisée, qu'elle peut être erronée, qu'elle peut être juste, qu'elle peut être réelle ou qu'elle peut être distante de la réalité. Mais en tout cas, dans le contexte scolaire, la perception de soi, euh, alors là, je fais aussi un aparté puisque Thérèse Bouffard, qui est une chercheuse québécoise qui a pendant très longtemps, je vous invite à lire ses travaux, pendant très longtemps, elle a travaillé sur les facteurs de la motivation et de l'engagement scolaire et de la réussite chez les jeunes. Elle montre que finalement, euh, il existe un facteur, un déterminant, euh, qui va être un des plus forts, ou qui va être le plus en lien ou corrélé avec la réussite. Elle montre que que ce déterminant, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. On aurait pu le mettre ailleurs, hein, on aurait pu le mettre ailleurs dans le modèle de Vio, mais là, j'ai voulu le mettre là pour vous dire que ce qu'elle dit, Thérèse Bouffard, c'est que la perception qu'a un élève de sa propre compétence à réussir ou à surmonter des difficultés, elle va permettre à un élève de mieux réussir ou de mieux atteindre un objectif que ses réelles compétences cognitives. En quelque sorte, elle va parler de biais positifs de compétences ou biais négatifs de compétences. Elle prend plusieurs élèves et elle montre que des élèves qui se sentent capables de réussir un exercice, malgré que ces élèves-là ont un niveau moyen, vont mieux réussir une tâche qu'un élève qui a un fort niveau, enfin objectif, hein, qu'elle a mesuré de manière objective, un niveau en maths par exemple, mais pour qui cet élève va avoir un sentiment d'efficacité personnelle moindre. En quelque sorte, je ne me sens pas capable de réussir cet exercice malgré que j'ai un 15 de moyenne. Et on le voit bien chez les élèves parfois qui ont des difficultés, ils ont les compétences à réussir, des compétences objectives hein, qu'on peut mesurer, hein, mais ils n'y arrivent pas parce que finalement ils ont des espèces de freins ou des limites qui sont voilà, une perception qu'on a d'une personne, elle n'est pas forcément vraie. En d'autres termes, il existe la perception de soi euh, va avoir une réelle importance dans la représentation que se fait un élève sur ses compétences à accomplir une tâche, sur la perception qu'il va avoir de la contrôlabilité, ou voire même de la valeur qu'il va attribuer à une activité. Et c'est tout là l'intérêt d'utiliser ce modèle, puisque on l'a vu que le sentiment d'efficacité personnelle renvoie
la perception de soi, enfin, une espèce de perception de soi qui est spécifique, hein. Il y a plusieurs types de perception de soi, une perception générale, des perceptions de soi spécifiques. Et là, la perception de soi que va avoir spécifique qui renvoie plus à des déterminants dans un contexte scolaire, qui est par exemple le sentiment d'efficacité personnelle que Thérèse Bouffard évoque dans ses travaux, renvoie un petit peu à, à la, à la valeur d'une activité qu'a un élève. Mais avant ça, on va parler un petit peu de la perception que se fait un élève de la valeur de l'activité. Finalement, il va se demander à quoi ça sert. Mais monsieur, à quoi ça sert que j'aille en cours de physique alors que je veux être coiffeur? C'est une question qu'on entend souvent, hein. Du coup, là, l'élève va essayer de trouver une espèce d'utilité à aller en cours pour atteindre un but. Et là, je vous rappelle qu'on est toujours dans la motivation, il y a toujours un but. Là, on peut travailler avec un élève en tant que conseiller d'orientation psychologue. Moi, quand un élève me demande, monsieur, mais à quoi ça sert que je fasse de la physique ou à quoi ça sert que je fasse des maths pour telle ou telle matière, dans la voie pro, on peut très bien travailler avec eux sur les coefficients, par exemple, les indices de coefficients sur les différentes matières. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'utilité doit être rattachée à un but. Ça, c'est important, et qu'il existe plusieurs buts. Il y a des buts, ce qu'on appelle les buts sociaux. Ça, c'est aussi très important et souvent on n'entend pas parler. C'est juste une petite aparté finalement qui dit que certains élèves vont trouver de la valeur à une activité parce que ils ont envie de partager quelque chose, de partager des valeurs. Des élèves viennent en classe ou viennent en cours pour adhérer à un groupe, non pas pour réussir à l'école, mais pour se sentir exister à travers un groupe, pour avoir une identité. Je viens en classe parce que j'ai un but social. Le but social, c'est d'être défini comme un élève de la 4e ou comme un élève de tel ou tel établissement. Et ces buts poursuivis par les élèves, ils sont trop souvent, à mon sens, même dans la littérature, on le voit, ils sont trop souvent mis de côté. Or, ce serait intéressant de voir dans quelle mesure on pourrait se servir de levier d'action pour justement faire revenir des élèves vers des buts beaucoup plus scolaires. Alors les buts scolaires, ils sont de deux ordres, hein. Il y a les buts d'apprentissage et les buts de performance. Alors là, on en détaillera un petit peu plus lors du présentiel, mais on pourrait on pourrait faire le lien entre la motivation interne et la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. J'en ai pas parlé parce que on aurait pu en parler, hein, différentes formes de motivation, mais là, finalement, il n'y avait pas d'intérêt d'en parler dans la motivation en contexte scolaire. Finalement, on voit bien ici que la perception de la valeur que va se faire un élève d'une activité va conditionner en quelque sorte sa motivation. Et je pense que nous, en tant que conseiller d'orientation, psychologue, on peut essayer déjà de comprendre lors d'entretien qu'est-ce qui fait qu'un élève trouve une utilité ou pas dans l'activité, quel but il poursuit, est-ce que c'est des buts sociaux, est-ce que c'est des buts scolaires. Dans ces buts scolaires, finalement, est-ce que c'est simplement des buts de performance, la performance, ou des buts d'apprentissage? Bien entendu, les buts d'apprentissage sont ceux qui vont le plus influencer la motivation que les buts de performance. On en rediscutera. Un autre déterminant de la composante de la motivation dans ce modèle, c'est la perception de la compétence à réussir une tâche. Finalement, c'est est-ce que je me sens capable de réussir? C'est ce qu'elle disait tout à l'heure, enfin ce que je disais tout à l'heure sur les travaux de Théa Chopin. Finalement, un élève essaye de voir dans quelle mesure il va être capable de réussir ou pas une tâche. En quelque sorte, on peut aller plus loin. On voit ici, c'est surtout dans les situations d'incertitude que ces choses vont jouer. Est-ce que je vais réussir à aller en seconde quand je suis en troisième alors que j'ai pas commencé mon année de troisième? Et finalement,
Je vous renvoie encore une fois au travail de Bandura, hein, qui dit que il existe des indicateurs qui peuvent nous aider à réduire ces incertitudes et à mieux, en tout cas à mieux réduire notre déficience là de perception de notre compétence. Euh, Comment? Simplement en faisant euh, un individu, lorsqu'il va essayer de voir s'il est capable ou pas, il va faire appel à des expériences antérieures. En troisième, en seconde, ça se passait mal, je vois pas pourquoi ça se passerait bien en première. En troisième, j'y arrivais pas, je vois pas pourquoi j'y arriverais maintenant. Pendant toutes mes années d'études, etc., j'ai jamais réussi, pourquoi ça marche. Il y a aussi, on essaye ce qu'on appelle de faire de la comparaison sociale. Pour voir si je vais être en mesure de réussir ou pas mon exercice, je veux voir si les autres sont capables de regarder. Je veux voir les têtes de classe, je veux voir ceux qui sont en bas du tableau, je me dis, ben, voilà, eux, à mon avis, ils ont bien réussi, moi je devrais me situer à ce niveau-là. Il y a ce qu'on appelle aussi la persuasion. Et là, c'est directement nous qui sommes confrontés, nous, conseillers d'orientation psychologue, qui peuvent agir là-dessus. Finalement, lorsqu'on voit un élève, c'est lui dire, ben non, t'en es capable ou t'en es pas capable. De voir sur l'écran l'évolution de ses notes dans telle ou telle matière par rapport à son projet. Est-ce qu'il en est capable ou pas? Et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il n'y arrive pas. Ou comment l'aider, ou comment démystifier en tout cas ces peurs là de pas réussir. Alors il y a aussi les émotions, mais on va pas s'attarder sur les émotions. La perception de contrôlabilité ici fait référence à la perception qu'un élève va avoir du degré de contrôle qu'il va posséder sur le déroulement et les conséquences d'une activité qu'on lui propose. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que au contexte scolaire, les élèves vont invoquer différentes causes de leur réussite ou de leurs échecs. Et Weiner, en 1992, a essayé dans un tableau, alors ça reste encore une fois très limité, on peut en discuter, mais rien n'est figé, mais il va essayer en tout cas de classer ces causes selon 3 dimensions. Le lieu de la cause, finalement, vous savez tous que on s'attribue plus des réussites à des facteurs internes. Si j'ai réussi mon devoir, c'est parce que je suis intelligent. Si j'ai réussi mon devoir, c'est parce que j'ai travaillé. Si j'ai eu mon orientation, c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et des échecs à ce qu'on appelle des attributions de causalité externe. J'ai échoué mon devoir, c'est parce que le prof m'aime pas. Je n'ai pas réussi à avoir mon orientation parce que le conseil de classe est contre moi, etc., etc. Donc, en fonction du lieu de la cause. Il va aussi évoquer la stabilité. Finalement, est-ce que les choses peuvent être modifiables ou pas? Est-ce que le fait de réussir un devoir, parce que je suis intelligent et que j'ai un QI intelligent, j'ai un QI élevé, pardon, ce sont des aptitudes intellectuelles qui sont plus ou moins stables. D'autres choses comme la maladie, j'ai pas réussi mon devoir parce que je suis malade, c'est quelque chose qui est pas figé dans le temps, qui peut être modifié. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être modifiées, qui sont plus ou moins stables et plus ou moins modifiables. Et enfin, il va parler aussi, et c'est là que ça va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir le degré de contrôlabilité ou pas de la tâche. Finalement, lorsqu'un élève arrive devant vous et vous dit, monsieur, moi, j'y arriverai pas parce que, de toute manière, le prof m'aime pas, je suis pas assez intelligent, j'ai trop de difficultés, depuis des années, je n'y arrive pas. Alors, on va essayer de voir déjà dans quelle mesure l'élève attribue pas son échec à quelque chose d'externe ou d'interne, à quelque chose de plus ou moins stable ou modifiable. Est-ce que ça va renvoyer un petit peu à la capacité à l'élève de contrôler, de plus ou moins pas pouvoir contrôler la tâche qu'on lui demande. Je suis passé très rapidement sur ces trois dimensions que sont la perception de soi, la compétence à accomplir une activité et la perception de contrôlabilité. Mais en tout cas, c'était ici juste pour vous dire que finalement, on voit bien que la motivation est un problème complexe et qui est dû en quelque sorte à la représentation que se fait un élève lui-même d'une situation.
Et je me pose cette question, quelle est la légitimité qu'elle place à l'ECOP dans ce processus?